Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février 2021, la veille de la Saint-Valentin, et on se fait un super de beau cadeau aujourd'hui car on reçoit pour la première fois avec nous Mac Griffin. Salut Mac, comment ça va? Ça va super bien, merci. Écoute, pour commencer, je voudrais te dire mille fois merci d'avoir accepté l'entrevue avec nous aujourd'hui. Ben, écoute, ça fait plaisir. Là, tu sais, moi, jaser de sport, n'importe quand. Écoute, on va commencer tout de suite l'entrevue parce qu'on a aussi des invités en haut. On va commencer tout de suite à dire salut vite salut à Eric. Salut Eric. Salut Pierre, salut tout le monde. Salut Gary. Salut. Salut Pierre. Salut. Salut Phil. Salut. Salut Eric. Yes. Et salut Steve. Yes, sir. Let's go Red Sox. OK. Là, tout d'abord, Marc, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours avant d'arriver dans le baseball majeur. On a combien de temps, là? 45 minutes environ. Non, ben écoutez, moi, tu sais, on s'en est parlé tantôt hors d'onde, là, mais moi, j'ai grandi dans la région de Québec. Comme n'importe quel petit gars, j'ai joué au hockey l'hiver puis au baseball l'été. À un moment donné, bon, j'avais des idoles. Moi, c'était Peter Stastny au hockey à l'époque, les Nordiques. Mais Gary Carter et Tim Raines étaient ceux des Expos. J'étais un grand fan des deux et à un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu d'habileté, à ressortir un peu du lot vers l'âge de 15-16 ans. Fait qu'à ce moment-là, je voyais que ma carrière de baseballeur allait peut-être m'amener vers plus d'expérience, le fun. Là, quand je parle pas nécessairement d'aller jouer professionnel, mais faire des championnats canadiens, des championnats du monde. Je voyais qu'au baseball, il y avait plus de possibilités. Fait que je me suis dirigé vers là, même si à l'époque, tout le monde me disait, tout le monde choisissait le hockey, là, tu t'en allais jouer dans le junior majeur ou tu en allais faire quelque chose. Moi, j'avais décidé de jouer au baseball. Fait que, mais tout le monde m'avait encouragé à l'époque. Fait que je me suis retrouvé à faire l'équipe canadienne junior à l'âge de 17 ans. Puis après ça, comme dirait l'autre, the rest is history, parce que j'ai fait l'équipe nationale 2 années par la suite, jusqu'aux Jeux olympiques de Séoul. Et à l'époque, les joueurs canadiens et québécois, on était des joueurs autonomes. Alors, j'ai signé un contrat comme joueur autonome avec l'organisation des Dodgers de Los Angeles à l'âge de 19 ans. Et par la suite, écoute, j'ai commencé donc cette aventure-là du baseball professionnel pendant près de 7 ans. Et je changerais ça contre rien au monde. Ça a été une école de la vie tout à fait exceptionnelle. Et évidemment, par la suite, heureusement, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé immédiatement à titre d'analyste baseball pour les Expos. Donc, toute ma vie, là, depuis l'âge de, si on calcule qu'à 17 ans, j'ai fait de l'équipe canadienne junior, toute ma vie été consacrée pratiquement au baseball. C'est vraiment un super de beau parcours que tu as eu, Marc. Puis tantôt, tu as parlé de négociation avec les Dodgers. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. Tu étais toute jeune. Comment on peut se sentir si proche des majeurs? Écoute, c'est intéressant parce que le fait d'être joueur autonome, comme je vous disais, c'est que là, à l'époque, les Expos et les Blue Jays, évidemment au Canada, nous courtisaient tous les meilleurs joueurs. Là. Je ne faisais pas exception. Donc, tu te fais approcher par les Blue Jays, par les Expos. C'était extrêmement flatteur. Moi, dans ma tête à moi, j'allais signer pour les Expos. Je voulais aller jouer avec Carter, avec Raines. Mon rêve, c'était de jouer au Stade olympique dans l'uniforme des Expos. Et à un moment donné, il y a d'autres organisations qui se sont greffées qui ont montré de l'intérêt. Les Phillies, les Padres à l'époque, les Cubs. Et à un moment donné, faire une histoire courte, c'est que je devais m'en aller avec l'équipe canadienne pour la tournée des Jeux olympiques. C'était autour du 20 juillet. Donc, on s'était dit, moi et mon père, je n'avais pas d'argent à l'époque, on va signer au 1er juillet. On va essayer de trouver une entente au 1er juillet. Écoute, le 29 ou 30 juin, les Dodgers appellent pour dire « Hey, peux-tu attendre un peu? On aimerait ça venir te voir. » Alors, ils sont venus me voir sur les terrains du Québec. Puis finalement, en tout cas, je me suis entendu avec eux autres. J'étais très fier parce que l'organisation des Dodgers, je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi. Mais mon rêve était quand même de signer pour les Expos. Fait que j'ai été un peu à contre-courant, contre-cœur, en fait, dans cette histoire-là. Mais ça a été une très, très bonne décision, évidemment, par la suite. Et d'apposer ta signature au bas d'un contrat, c'était en 1988. Moi, j'ai signé en juillet 88 pour
commencé ma carrière professionnelle en 89 parce que j'allais aux Jeux olympiques. Et rappelez-vous, en 88, les Dodgers ont gagné la Série mondiale. Alors, je me retrouvais avec les champions de la Série mondiale dans la même organisation. Fait que c'était assez, tu sais, comme petit cul de sport, là, tu sais, qui tripe sur le sport. Ben là, je m'en allais jouer avec, tu sais, Kurt Gibson puis Oral Hershiser. Fait que c'était un petit peu... Écoute, longtemps dans ma carrière de pro, là, je vous le dis, les gars, je me pinçais, je disais, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Parce que je me retrouvais sur le terrain de tous les gars que je regardais à la télé 2 ou 3 années avant. Oui, mais c'est ça, ça a dû être un sentiment bien spécial, mais j'aimerais ça que tu nous racontes la première journée que tu as mis le gilet des Dodgers puis tu as joué un match pré-saison. Oui, écoute, il y a pas de. C'est difficile à décrire parce que c'est vraiment intense. Premièrement, je me souviens, j'avais reçu, j'ai signé en juillet, mais au mois de janvier, donc 89, je reçois une lettre disant que je suis invité au camp des Ligues majeures. Alors, tu sais, moi, je veux dire, dans le baseball professionnel, tu as les majeurs et tu as les mineurs. Alors, tu as le camp des majeurs puis tu as le camp des mineurs. Fait qu'évidemment, je viens de signer, tu t'attends à être invité seulement au camp des Ligues mineures. Ben non, je t'ai invité au camp des Ligues majeures. Alors, je me retrouve, encore une fois, avec tous les champions de la Série mondiale dans le même vestiaire. Je dois vous avouer que j'étais intimidé. Et Tommy Lasorda, qui est venu me voir, il dit, écoute, garde, tu vas jouer des matchs préparatoires, je ne sais pas quand, mais ton rôle va surtout être de venir puis remplacer les réguliers après 6 ou 7 manches. Tu sais, au camp d'entraînement, les joueurs réguliers jouent 5-6 manches. Après ça, j'embarque. Et inévitablement, je ne sais pas si c'est un hasard, sûrement pas, mais mon premier match préparatoire dans l'uniforme des Dodgers était contre les Expos. Alors, je me retrouve, les gars, sur un terrain à Vero Beach, en Floride, au camp d'entraînement des Dodgers, avec mon uniforme blanc des Dodgers. Et là, je pars du vestiaire, puis je m'en vais, puis je longe la ligne du 3e, puis l'abri des Expos, dans leur uniforme bleu poudre. Tu sais, je croise Andrés Galarraga, puis Buck Rogers, toute la gang. J'ai l'impression que je m'en allais dans le mauvais dugout, là, tu sais. Fait que finalement, je me retrouve dans le match à un moment donné où Lasorda me dit « Tu t'en vas comme coureur suppléant ». Et là, je m'en vais comme coureur suppléant au premier but. Puis là, coureur suppléant, ton rôle, quand tu arrives, c'est que tu regardes où sont positionnés les voltigeurs, qu'est-ce qui se passe. Puis là, je regarde, puis au champ gauche, ben, c'était Tim Raines. Fait que là, je me retrouvais pour la première fois de ma vie sur le même terrain qu'un de mes idoles. Honnêtement, les gars, j'ai dû demander un temps d'arrêt parce que les émotions sont venues me chercher. Je demandais un temps d'arrêt, fait semblant que mon lacet était détaché. Juste pour prendre un peu mes émotions, parce qu'en plus, le coach au 3e, il me donne le signal du vol. Fait que là, j'allais voler ou tenter de voler un but contre les Expos devant Tim Raines. Écoute, je capotais. Écoute, tu as répondu à ma prochaine question qui était justement raconte-nous ton premier match contre les Expos. Tu y as déjà répondu. J'imagine pour un petit gars de Montréal, un petit gars du Québec, de jouer contre les Expos, comme tu dis, contre ton idole, Tim Raines. C'est un moment que tu n'oublies jamais. As-tu gardé un souvenir de ce match-là? Ah, écoute, tout est ici, mon homme. Il n'y a rien perdu. J'ai commencé un seul match, ce premier camp d'entraînement-là. C'était un match le 27 mars. Alors, l'équipe est faite, sauf que Mike Marshall, qui était le voltigeur de droite des Dodgers, est malade. Fait qu'ils font appel à mes services. Et moi, je ne sais pas, dans le sens que je me présente au match, comme d'habitude, je vais embarquer en 7, 8e manche. J'avais pris une mauvaise habitude de même pas mettre mes souliers à crampons au début du match. Tu sais, je vais les mettre là, rendus en 5, 6e manche parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'entraînement, c'est que tu t'entraînes le matin. Fait que là, pendant 2-3 heures, j'avais mes souliers à crampons. Fait que tu ne veux pas traîner ça pendant 10 heures de temps. Fait que je les avais enlevés pour le début du match. Puis j'ai dit, je vais les remettre, évidemment, un peu plus tard. Et là, je suis assis. Je me lance même pas. Là, je suis assis. Puis là, j'entends l'annonceur à la maison. Ça disait le 7e frappeur, le voltigeur de droite, Mark Griffin. Et là, je m'en vais au champ droite contre les Mets de New York. C'est David Cone qui lance. Puis j'ai même pas mes souliers à crampons dans le champ droite. Fait que là, je souhaitais qu'il n'y ait pas trop de balles frappées vers moi pour pas que je me mette à glisser. Mais je vous dis ça, les gars, parce que lorsque je me suis présenté au bâton, je suis tellement énervé. Là, tout va vite, puis je ne réalise pas trop ce qui se passe. Je me présente au bâton pour la première fois. Et là, je mets ça dans le rectangle, puis là, j'entends un gars qui me dit « Comment ça va, Taver? » Et c'est Gary Carter qui catchait pour les Mets de New York. Fait que Carter catchait, savait que je venais du Québec, de toute évidence. Il me parle en français.
Encore une fois, les gars, je retire mon pied du rectangle, je capotais, j'affronte David Cone, mais c'est Gary Carter qui agit comme receveur. Fait que, tu sais, je pourrais vous raconter ça, là, c'est gravé à ma mémoire en détail tout ce qui s'est passé. Ça a été parmi les plus beaux souvenirs. J'en doute pas, ça doit être quelque chose d'exceptionnel d'avoir Gary Carter en arrière de nous. Écoute, on t'a échangé aux expos. Explique-nous donc comment ta réaction a été. Ben, écoute, je ne m'attendais pas du tout. Premièrement, ça allait quand même relativement bien, l'organisation des Dodgers. Je m'en allais vraiment vers le haut, comme on dit. Et puis, écoute, en plein hiver, un 10 décembre, je reçois un appel chez nous à Québec. Puis, évidemment, c'est le DG des Dodgers qui m'annonce que j'ai été échangé. Tu ne peux pas te préparer à ça vraiment. Au début, il y a comme une espèce de déception parce que tu dis, ben OK, fait que vous ne voulez plus de moi, tu sais. Mais il y a toujours deux côtés à une transaction. C'est ou bien tu ne veux plus de moi ou tu regardes de l'autre côté, il y a une équipe qui veut de tes services. Écoute, j'étais tellement énervé que l'appel allait se terminer, puis je n'avais même pas demandé où. Et finalement, j'ai dit, écoutez, je suis échangé à quelle équipe? Puis il m'a dit, tu t'es échangé aux Expos de Montréal. Alors, tu comprendras que là, c'est venu me chercher un peu, puis là, il m'avait dit, parle pas aux médias, Dan Duquette va t'appeler, puis ils vont confirmer tout ça, puis tu vas parler aux médias, puis tout ça. Fait que ça a été un beau moment aussi dans ma carrière parce que, tu sais, mine de rien, c'est avec les Expos que je voulais jouer éventuellement. Tu sais, j'aurais joué avec les Dodgers sans problème, mais là, le rêve de jouer au Stade olympique dans l'uniforme des Expos venait de plus en plus réel. Oui, c'est un rêve de jeunesse qui était proche pour toi, mais malheureusement, à 26 ans, tu as dû mettre un terme à ta carrière à cause des blessures. Grande déception, j'imagine. Bien, écoute, tu sais, le monde du sport, ça fait partie de la game, comme on dit, là, les blessures. J'avais mes forces, moi, c'était ma grande vitesse. J'avais un excellent bras aussi. J'ai subi l'opération de type Tommy John. J'ai un petit peu abusé de mon bras à l'époque. Je me retrouve avec les Expos, tout va bien, puis paf, avant un match contre les Braves d'Atlanta au camp d'entraînement, j'ai lancé une balle, puis j'ai vraiment senti comme un coup de poignard dans le coude. Fait que je suis allé faire vérifier ça, puis évidemment, ça fut une très mauvaise nouvelle pour moi. Donc, tu es un joueur d'avenir, mais soudainement, tu deviens un suspect, comme on utilise comme expression par la suite, parce qu'on ne te regarde plus de la même façon. À l'époque, le taux de réussite d'un Tommy John n'était pas comme aujourd'hui à 98,9 %. Tout le monde avait un peu de doute lorsque tu avais cette opération-là. Fait que là, les gens disaient il n'y aura plus le même bras, devient un joueur fragile. Pourtant, j'avais manqué le grand total de 0 match en 3 ans avec les Dodgers pour des blessures. Mais la blessure que j'ai eue a été importante, ce qui fait que là, à 26 ans, on ne te regarde plus de la même manière. Le baseball professionnel est fait, les gars, où tu appartiens à une organisation pendant 6 ans. Donc, il y a une raison pour ça, c'est que tu ne peux pas faire ta vie dans le baseball professionnel mineur. C'est-à-dire que tu ne pourras pas gagner, tu ne pourras pas faire 50 000 dans le baseball professionnel mineur. C'est fait pour que tu ne restes pas là. Rends-toi en haut, puis après 6 ans, tu ne te rends pas, là, il va falloir que tu prennes des décisions. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans le baseball professionnel mineur. Et donc, à l'âge de 26 ans, bien là, il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je m'accroche pour essayer pendant 2-3 ans ou je me retire puis je fais d'autres choses. Alors, c'est extrêmement déchirant comme décision parce que quand tu joues, il n'y a pas de plan B. Là. La journée que tu penses à un plan B, c'est la journée que c'est terminé. Parce que le baseball, mentalement, c'est très difficile. En fait, n'importe quel sport, mais si tu commences à penser à ton avenir pendant que tu joues, honnêtement, ce n'est pas la bonne manière de faire parce que tu n'es pas focusé à 100 % sur la job que tu dois faire. Écoute, ça fait drôle que tu me parles de plan B parce que le premier invité que j'ai eu au gérant d'estrade, c'est Philippe Aumont. Et puis, il a dit exactement les mêmes mots que tu viens de nous dire. Oui. Mais pas surpris. Non, c'est ça. Moi, ça me surprit que tu aies ça. On dirait que vous êtes appelé avant l'entrevue. Écoute, j'ai une couple de noms à te mentionner, puis j'aimerais ça que tu me dises ce que tu penses de ces personnes-là. Le premier sur ma liste, monsieur, je prends la peine de dire monsieur, Jacques Doucet. Vous n'avez pas idée à quel point cet homme-là a une influence sur moi. Premièrement, j'étais un maniaque des expos, donc j'écoutais tous les matchs à la radio. Alors, j'avais l'impression que Jacques était mon ami, comme à peu près tout le monde.
Lorsque je me suis retrouvé dans l'organisation des expos comme joueur, ben là, on fait les fameuses caravanes de l'époque, les caravanes des expos. Alors là, je côtoie Jacques Doucet. Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a un lien qui s'est créé immédiatement avec moi et Jacques. Et lorsque je me suis retrouvé à la radio des expos aux côtés de Jacques Doucet, je vous raconte une petite anecdote. Mon père a été très fier, évidemment, de la carrière que j'ai réussie, mais je pense qu'il était encore plus fier lorsqu'il a entendu pour la première fois, en début de saison, lors du premier match des Expos, c'était à Chicago, puis c'était Jacques Doucet, évidemment, qui disait bienvenue à cette nouvelle saison des Expos, Jacques Doucet en compagnie de Mark Griffin. Pour mon père, de voir son petit gars faire les matchs des Expos à la radio avec Jacques Doucet, que tout le monde a écouté pendant 30 quelques années. Fait que moi, Jacques, c'était extraordinaire. Puis, vous savez, je vais juste donner un petit exemple de quel genre de personne il est. Moi, j'avais dit à Jacques, si tu peux m'aider à devenir meilleur, go. Et là, Jacques, on faisait des matchs ensemble. Puis à un moment donné, là, je le voyais qu'il se retourne, il prend un petit papier, il commence à écrire des notes. J'ai dit, oups, il y a quelque chose que j'ai dit de pas correct. Et après chaque match, écoute, on en a fait des matchs. Là. Après chaque match, Marc, attention à ce mot-là, ça c'est un anglicisme. Utilise peut-être un autre terme pour ça. Écoute, c'est génial. Et aujourd'hui, Jacques est un très grand ami. Il a été un idole, il a été un mentor pour moi. Donc, tu comprendras que j'ai énormément de respect pour Jacques Doucet. Oui, c'est sûr. J'ai une autre question à propos de M. Jacques Doucet. Le baseball majeur attend quoi pour l'introduire au Temple de la Renommée? Sais-tu qu'est-ce qui est le problème? Le problème, c'est que quand les expos sont partis, il n'y a personne d'assez fort. Puis on a essayé à bien des égards, mais d'avoir une équipe qui va appuyer sa candidature. Jacques Doucet, sa feuille de route, elle est extraordinaire. Alors, si on avait eu le département des relations médias encore des expos, d'ailleurs, ça aurait été le fun que celui des Nationals tente un peu, mais je peux comprendre à quelque part que, bon, il n'y avait rien à foutre de ce qui s'était passé à Montréal. Mais s'il y avait eu un appui, moi, je suis convaincu que Jacques aurait eu de meilleures chances, en tout cas jusqu'ici. Il a sa place, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je trouve ça plate parce que les gens du comité le savent, mais bon, qu'est-ce que tu veux là? Je ne sais pas où ça bloque, mais certes, il a sa place là. Je pense que tout le monde dans le baseball. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer là, tous ces commentateurs-là au fil des 10 ans que j'ai été avec les Expos comme commentateur. Et il n'y a nul doute que ce gars-là a le respect de tout le monde. Alors, c'est une question de temps, mais on aimerait mieux que ce soit plus tôt que plus tard. Espérons que ce soit plus tôt. Mon deuxième choix que j'ai pris, lui avec, je vais dire monsieur Claude Raymond. Bien, Claude, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire que Claude, moi, je me souviens, Claude Raymond, lorsqu'il disait les joueurs des Expos, les portent des gants Rawlings. Ben, moi, je disais à mon père, je ne joue pas d'autre chose qu'avec une Rawlings. Les gars des Expos jouent avec une Rawlings. Déjà, il y avait une influence sur moi. Puis, tu sais, Claude, il a joué la game. Puis, c'était tellement... Des conversations avec Claude Raymond, là, c'est extraordinaire. Écoute, puis, il a joué avec Hank Aaron, il a joué avec les grands de ce monde. Moi, Claude, je l'adore. C'est un autre ami personnel. C'est un gars qu'il faut apprendre à connaître. Des fois, parfois, on a l'impression qu'il peut être dur, là, mais il dit les vraies affaires. C'est le fun pour ça. Moi, Claude et Jacques, c'est l'image un peu du baseball, de l'histoire du baseball au Québec. Puis, comme j'ai dit, je me considère très chanceux que ces gars-là, je peux les considérer comme des amis très, très proches. Oui, tu es vraiment chanceux d'avoir ces personnes-là comme amis. Tu parles de personnages qui ont marqué surtout le monde des médias à Montréal. Roger Brulotte. Roger, évidemment, moi, ce que j'adore de Roger, c'est qu'il a aidé à populariser le baseball. On ne se le cachera pas. Là, Roger, c'est un personnage en quelque sorte. Là. C'est un gars qui a donné vie, qui a donné de l'excitation au baseball. Je n'ai jamais travaillé avec Roger parce qu'inévitablement, on fait un peu le même travail. C'est-à-dire qu'on est des deux analystes. Fait que c'est rare qu'on va se retrouver, enfin rare, tellement qu'on n'a jamais réussi ou jamais eu l'occasion ou le plaisir de travailler ensemble. Mais tu regardes le parcours de Roger, il a à peu près tout fait dans l'organisation des expos. Il a été dans le département du dépistage, il a été dans le département baseball, il a été dans le département communication. Évidemment, on connaît tout ce qu'il a fait à la radio et à la télévision. Lorsqu'on pense l'histoire des expos, l'histoire du baseball à Montréal, les trois personnes que tu viens de mentionner, ça fait partie, ils font partie des meubles.
Oui, exactement. Écoute, Marc, j'aurais une longue liste de personnes à te demander, mais il y a quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et puis, je sais que tu le connais. Derek Aucoin. Ouais. Ben, tu sais, Derek et moi, on a le même âge. Fait que ça vous donne une idée que moi ça m'a beaucoup affecté quand il a été diagnostiqué. Moi, on a joué ensemble, moi et Derek, dans l'organisation des expos. On était co-chambreurs. Fait qu'on était très proches. Ça a été un excellent coéquipier. Puis je pense que les gens ont appris à le connaître au fil du temps, là, quel genre de personne il est. C'est un gars qui voulait tellement que les autres. Des fois, je me demandais s'il ne voulait pas que les autres réussissent plus que lui. C'était à ce point-là. Parce qu'il aidait tout le monde. Ça a été, écoute, je l'ai trouvé tough, celle-là. Honnêtement, le grand, il n'avait pas l'affaire à partir tout de suite. Ça met. La vie est fragile, puis regarde, je suis content qu'il ait réussi à écrire son livre avant. C'est tellement beau, le message est tellement fort, puis c'est tellement vrai. Elle est tough, celle-là. Elle est vraiment tough. Je pense que oui, c'est tough. Je pense que tous les Québécois qui aiment le baseball, qui ont connu de près ou de loin Derek Aucoin, ils ont été touchés. On va changer de sujet. Écoute, comment tu as vécu le départ des expos? Wow! Moi, j'étais un employé des expos, un des rares à la fin. J'ai vraiment vécu le transfert de très, très près. Pour donner un ordre de grandeur, là, lorsque les expos, la grève a commencé en 1994, il y avait 144 employés permanents, puis évidemment des milliers de saisonniers. On était 32 à la fin. On avait des chapeaux partout, mais on venait de se faire dire que si le 1er septembre arrive et il n'y a pas de nouvelles, ça veut dire qu'on a une saison en 2005. On était déjà en préparation pour la saison 2005, à essayer de voir. Puis ce qui me rend fier des dernières semaines des expos, c'est que les équipes arrivaient, les équipes adverses, ça ne paraissait pas qu'il y avait si peu d'employés. On faisait vraiment un travail. Tout le monde travaillait tellement fort pour que les expos soient une équipe du baseball majeur à tout point de vue. Et arriva ce qui arriva, la nouvelle, je me souviens, j'arrive au stade, puis la grosse rumeur disait qu'à midi, conférence de presse à Washington pour annoncer le départ des expos. Ça nous a tous pris de court. Je vais répondre ainsi. Je trouvais très déplorable l'attitude du baseball majeur envers les quelques employés qui restaient et l'organisation des expos. On a sorti Montréal comme si c'était du moins que rien. J'ai trouvé ça bien plate parce que, comme j'ai mentionné, tout le monde a travaillé d'arrache-pied, mais même pas un petit mot du baseball, du commissaire en disant « Merci, gang, vous avez été bien sharp, c'est plate ce qui arrive », mais rien, c'était comme... Fait que moi, la saison 2005, qui était l'année suivante, j'ai suivi ça inévitablement, mais je n'étais pas aussi enthousiaste. J'ai eu une petite crotte sur le cœur pendant quelques temps au niveau de Bud Selig puis du baseball majeur parce que ce qu'ils ont fait aux expos, ce qu'ils ont fait à la ville, ce qu'ils ont fait à la franchise, c'est tellement pas correct. Aujourd'hui, cette façon de faire arriverait, puis écoute, ça serait tellement dénoncé que ça serait épouvantable. Donc, c'est pas des très beaux souvenirs. Puis, je pense encore qu'on aurait pu sauver ça d'une manière quelconque, mais bon, on ne peut pas vivre dans le passé. Non, effectivement, on ne peut pas vivre dans le passé. J'ai le goût de te nommer une personne, et plusieurs personnes ne l'ont pas dans son cœur. Qu'est-ce que tu penses de Jeffrey Loria? Ben, écoute, honnêtement, je pense qu'honnêtement, ses intentions étaient bonnes au départ. Je pense qu'elles étaient bonnes. Je pense que réellement, il est arrivé et il a dit je vais changer un peu ce qui se passe ici. Mais je suis pas mal convaincu que lorsqu'on commençait à ouvrir les contrats de télé, puis les contrats de commandite, puis comment ça marchait au Canada, puis à Montréal précisément, ils ont comme viré sur le top. Puis ils se sont dit, non seulement on va changer tout ça, mais on va changer la culture. Puis là, ça s'est mis à mal aller. T'sais, on a traité là, la façon dont ils traitaient, que ce soit la brasserie La Batte à l'époque, que ce soit le réseau des sports, ou que ce soit les grands partenaires des expos depuis de nombreuses années, on ne les a pas super bien traités. Fait que, rapidement, on a senti que c'était difficile. En fait, je vous dirais que Jeffrey Loria, comme je pense,
c'est pas une mauvaise personne dans le sens qu'il voulait que ça fonctionne. Par contre, son acolyte, David Sampson, là, ça, c'était un petit peu plus compliqué. Là. Ça, c'est de l'arrogance. Encore une fois, j'enlève pas la compétence de ces gens-là, mais leur arrogance faisait en sorte que ça devenait extrêmement difficile. Fait que, autant on était excités lorsque la nouvelle est arrivée, qu'on avait des nouveaux propriétaires puis que les expos allaient rester à Montréal. La ballonne a dégonflé assez vite, merci. J'imagine que l'ambiance autour de l'équipe n'était pas super belle. Mais malheureusement, l'ambiance de l'équipe, ça faisait un bout de temps que ça ne marchait pas bien parce que la grève de 94, la vente de feu de 95, il y a beaucoup de monde qui l'ont eu longtemps sur le cœur, celle-là aussi. Et puis, on voyait la qualité de l'organisation, la qualité des entraîneurs, la qualité des filiales, la qualité. Il y avait beaucoup de bonnes personnes à travers l'organisation. Mais en haut, on manquait de leadership, on manquait de vision peut-être, je ne sais pas, mais ça reste que, on n'avait peut-être pas assez les reins solides au niveau des propriétaires, je ne sais pas, mais ça fait qu'on a fragilisé tout ça, puis il y avait toujours cette espèce de nuage noir au-dessus de l'organisation où il y avait toujours de l'incertitude. Ça venait lourd, ça devenait très, très lourd. Lorsque Stephen Bronfman pas Stephen, mais bien Charles Bronfman avait vendu à l'époque, ça a donné un dur coup, ça, à la franchise. Oui, effectivement, ça a donné un dur coup. Écoute, j'ai goût de te demander, c'est qui le meilleur joueur que tu as vu dans l'uniforme des Expos? Écoute, c'est une question qui est... Tu me demandes un, n'est pas facile parce que, je veux dire, Pedro Martinez, pour moi, était de loin, pas de loin, mais certainement le meilleur lanceur que j'ai vu. J'ai joué avec Pedro, j'ai pu analyser Pedro de l'autre côté. Je pense que ce gars-là est extraordinaire. Je pense qu'au niveau athlète, Vlad Guerrero était probablement le meilleur athlète, dans le sens que des topeux. Larry Walker est probablement pas loin derrière. Mais meilleur joueur, est-ce que c'est Gary Carter? Est-ce que c'est Dawson? Est-ce que c'est Reigns? Il y en a eu tellement des bons. Là, dans cibler un, c'est extrêmement difficile. Mais les joueurs que j'ai nommés, là, je ne dois pas être loin du meilleur là-dedans. Là. Et oui, effectivement, c'est difficile d'en nommer un. Les Expos ont eu tellement de bons joueurs. Dernière question à peu près. Là, le meilleur entraîneur chez les Expos? Écoutez, là, je vais avoir une réponse facile pour vous parce que moi, j'ai eu la chance de jouer contre Philippe dans les rangs mineurs. J'ai eu la chance de jouer pour Philippe après ça. Il y en a eu des très bons aussi. Là. Il y en a beaucoup qui ont une belle influence sur moi, mais Philippe avait toujours cette manière de te faire sortir le meilleur de toi-même qui était le leadership d'un gérant, la prestance d'un gérant qui te regarde dans les yeux et qui dit « On va le faire là aujourd'hui, hein? » C'est comme « Oh, tu le fais. » Je me souviens, Larry Walker, j'en ai parlé tantôt, mais Walker, c'était le gars qui aimait ça, fêter, qui aimait ça faire le party. Mais Colin, est-ce qu'il jouait quand il jouait pour les Expos? Parce que quand il arrivait dans le vestiaire, puis que tout le monde, les journalistes disaient hey, Walker est un peu. Hey, il dit quand il arrive dans les deux lignes blanches, il joue-tu à la balle, lui? C'est ça que je veux. Je veux des gars de même. Fait que Philippe, il avait quelque chose, c'était pas les longs speeches, c'était pas les grosses tapes dans le dos, mais il y avait quelque chose, une espèce d'aura qui faisait que hey, on s'en va jouer à la balle, les boys. On est passé de Tom Ronalds à Philippe Alou. Là, on a fait un méchant step, les boys. Oui, c'est sûr. Écoute, ça va être pour moi ma dernière question. Ensuite, on va aller à mes amis qui sont en haut. Crois-tu au retour des Expos? Écoutez, oui. Est-ce que je suis aveuglé par le désir réel que je veux que ça fonctionne? Peut-être. Par contre, pour avoir parlé souvent à Stephen Bronfman dans les dernières années, là, parce que ça fait quand même déjà une couple d'années que tout ça, le dossier est reparti, j'ai confiance. J'ai confiance qu'on va réussir à faire quelque chose avec ça. Bon, la pandémie arrive. Est-ce que ça change la donne? Je ne le sais pas. Mais aux dernières nouvelles, ces gens-là sont là pour les bonnes raisons. Ça c'est ce qui m'encourage. Je crois toujours que Montréal est un marché de baseball majeur. Ce que je trouve triste dans l'histoire des Expos, c'est qu'en 36 ans, on n'a jamais eu une infrastructure digne des ligues majeures, on va se le dire. Le parc Jarry était bien le fun, mais c'était un parc. Stade olympique, c'était un stade olympique. Nommez-moi quelqu'un, vous êtes des partisans des Red Sox, là, mais je ne sais pas, là, mais moi, là, je ne connais personne. J'en connais du monde.
mais personne qui est allé voir un match aux États-Unis, que ce soit aux Yankees, aux Mets, aux Red Sox, aux Phillies, nommez-le, n'importe quel stade, qui sont revenus déçus. Moi, chaque fois, les gens revenaient et me disaient, écoute, c'est ça le baseball. Alors, l'infrastructure, malheureusement, joue un rôle important parce que le baseball, là, puis je regarde l'exemple des Cubs de Chicago, c'est que tu t'en vas passer un après-midi ou une soirée au stade, là. Gagne ou perd de ton équipe, tu devrais avoir du plaisir parce qu'il y a du monde, il y a de l'ambiance, tu peux jaser, tu peux te permettre de. Tu sais, il y a quelque chose avec ça. Mais on n'a jamais eu cette infrastructure-là à Montréal, puis je crois, en fait, je suis convaincu que ça aurait pu avoir un impact majeur sur l'avenir des Expos. Alors, si les Expos avaient eu un vrai stade bien appuyé, bien fait, digne des ligues majeures, on ne jaserait peut-être pas de ça aujourd'hui, là. Espérons qu'il va y avoir un nouveau stade au centre-ville. Ça parle beaucoup. Je suis un petit peu qu'est-ce qui se passe. On espère tout le retour des expos. Alors, on va aller voir mes amis qui attendent passionnément leur tour pour leurs questions. Je vais commencer avec Gordy. Vas-y donc avec Mac. Salut, Mac. Félicitations pour ta carrière. Tantôt, quand tu parlais de. Tu as joué pour les Dodgers, là. Parce que moi, j'ai joué 30 ans, j'étais chanceux, puis je me voyais dans l'uniforme des Dodgers tout à l'heure quand tu parlais. Moi, j'ai deux questions. Je vais te poser une question sur mon joueur favori de tous les temps. J'en ai deux. J'ai Roberto Clemente, mais je vais te parler de Pete Rose. Tu penses-tu qu'ils vont l'introduire au Temple de la Renommée? Avant midi, j'ai sorti des chiffres. Il y a 303 de moyenne, 1314 points produits. En 73, les MVP, 4256 coups sûrs, 2135 points produits, 3 championnats des frappeurs, 2 gants dorés. Il a joué à 5 positions différentes, champ gauche, champ droite, premier, deuxième, troisième but. 17 matchs des étoiles. Puis on l'a surnommé Charlie Hustle pour tout le monde connaît son agressivité. Tu penses-tu qu'ils vont l'introduire, qu'ils vont lâcher de le punir? Ben, écoute, là, tu parles de statistiques. C'est clair que ce gars-là devrait être au Temple de la Renommée. Il aurait dû être là la première année d'admissibilité par, évidemment, ses prouesses sur le terrain. Maintenant, ce qu'il a fait, là, est-ce que c'est à nous de dire il mérite, il ne mérite pas? Moi, ce que je n'ai pas aimé dans le cas de Pete Rose, c'est que ça a pris des années avant qu'il admette que finalement, oui. Il était pendant plusieurs années à dire ben non, 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 puis finalement, ça a été oui, oui, oui. Ceci étant dit, est-ce que tout le monde a droit à une deuxième chance dans la vie? Moi, je pense que oui. Est-ce que tu regardes tout l'historique du baseball au cours des 25-30 dernières années, avec que ce soit le stéroïde, que ce soit même ce qui s'est passé avec les Astros il n'y a pas si longtemps, même si c'est boiteux comme comparaison, parce que c'est sûr que dans chacun des vestiaires du baseball professionnel, ça a dit que tu n'as pas le droit de parier sur des matchs, puis il a fait une faute. Est-ce qu'on peut lui pardonner après tant d'années? Moi, je pense qu'on pourrait lui pardonner, effectivement. Surtout qu'on semble être très, comment dirais-je, là, très, très lousse vis-à-vis certains joueurs qui ont eu des problèmes avec les stéroïdes et tout ça. Ça fait que moi, j'aimerais ça voir Pete Rose être intronisé au Temple de la Renommée un jour. Je ne m'en cache pas. Même si, comme je l'ai mentionné, je pense qu'il a payé pour ce qu'il a fait, puis on devrait passer à autre chose. Et une autre question vite faite. Moi, la plus belle année des Expos pour moi, c'est l'année 1980. Bon, tu m'as rappelé. Moi, je vais te demander ton opinion sur l'aspect du jeu. Cette année-là, il y avait Carter, Cromartie, Rodney Scott, Spire, Paris, surtout LaFleur, Dawson, Valentine. Les Expos cette année-là, c'était une machine à fabriquer des points. Et des doubles vols, Ron LaFleur surtout, les vols. Un simple, pour lui, c'était un trip. Il volait le 2 puis le 3. Puis il a gagné le championnat des frappeurs le dernier match de la saison. Il a embarqué comme frappeur suppléant. Il manquait 2 buts volés. Il vole le 2 puis le 3 pour gagner. Moi, je trouve que c'est un aspect de jeu qui manque dans le baseball aujourd'hui. Ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus la longue balle. C'est des cycles dans le baseball. Effectivement, le cycle des vols de but a été vraiment excitant. Savez-vous, c'est quoi le problème des vols de but? En fait, un des graves problèmes qu'on a enrayé un peu les vols de but, il y a deux raisons principales. C'est un, les blessures.
Mais surtout, les gars, c'est l'arbitrage. C'est niaiseux à dire, hein? Mais quand les gars se sont retrouvés en arbitrage, ils disaient hey, j'ai volé 100 buts, mais l'arbitre, pas l'arbitre, le juge le disait ben ouais, mais ça vaut pas tant que ça. Puis, tu sais, prenez l'exemple de Marquise Grissom qui volait aussi un paquet de buts à un moment donné, puis s'en va en arbitrage. Puis là, il a réalisé que les vols de buts, ben, ça n'avait plus de valeur tant que ça. Fait que là, au lieu de voler 100 buts, ben, il en volait 45, mais au lieu de frapper 12 circuits, ben, il en frappait 28. Fait qu'il a décidé de changer un peu son style. C'est un peu tannant, c'est un peu plate. Moi, je pense que le vol de but fait encore partie du baseball. On l'a vu même en série mondiale à quel point ça peut influencer un match, aller se mettre en position de marquer. Puis c'était une belle époque aussi, puis je suis d'accord que c'était excitant de regarder ça. En fait, les expos des années 80, on peut dire 79, 80, 81, 82, c'était probablement la meilleure équipe combinée pendant 4-5 ans là, en termes de fiches victoire-défaite. Il nous manquait juste ce petit quelque chose-là pour aller chercher, pour battre les Dodgers, justement, puis aller en série mondiale contre les Yankees en 81. Ça aurait peut-être même changé toute l'allure de la franchise si jamais les Expos s'étaient rendus là. OK. Ben, ça va être tout pour moi. Merci, Marc. Merci. Merci, Gordy, pour tes questions. C'était très bon. Tu as parlé, Gordy a parlé de Peace Rose. Je vais m'en aller tout de suite avec Steve, qui a justement une question par rapport à ça. Salut, Marc. Salut. Moi, c'est surtout, ça s'en va dans le même sens. C'est Barry Bonds, Maguire, Sosa. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, moi, j'ai vécu l'astéroïde. J'étais encore joueur. Les gars prenaient ça ouvertement. À la défense de Maguire et Sosa, c'était pas illégal à l'époque. En fait, ce qu'eux prenaient n'était pas illégal à l'époque. Ça, c'est à leur défense. Dans le cas de Bonds, ça, c'est autre chose. Mais tu sais, les gars, j'ai affronté des bons lanceurs dans ma vie, là. Puis tu sais, j'ai vu des bons frappeurs. Est-ce que d'avoir une force physique supplémentaire te permet de juger une balle? Est-ce que ça te permet de mettre le gros bout du bâton sur une balle qui bouge? Est-ce que ça te permet d'être... Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça te permet comme lanceur de lancer la balle où tu veux? Est-ce que ça te permet de lancer, de faire plus de mordant sur la balle à effet? Ce que je veux dire par là, c'est que les stéroïdes ont certes une influence au niveau de la forme physique, au niveau en fait de la force physique, pas de la forme physique. Mais c'est pas comme par exemple, tu sais, j'aime pas ça faire des comparaisons, là, mais tu sais, par exemple, tu parles le cyclisme, ou si tu prends du EPO, des choses de même, il y a une influence directe sur ton cardiovasculaire, puis tu peux pédaler plus longtemps, puis là, il peut avoir une influence. Mais, tu sais, parler à Éric Gagné, là, il fallait que le changement de vitesse soit bas à l'extérieur. C'est pas les stéroïdes qui faisaient lancer une balle là, c'est pas... Fait que je veux pas les défendre, je veux pas défendre ça. Surtout que il y en a beaucoup qui en ont pris, puis ça n'a rien donné aussi, là, dites-vous ça. Là. Mais c'était une époque où il y a une tache noire dans l'histoire du baseball. Puis c'est cette période de stéroïdes-là. Ceci étant dit, est-ce que la période de Maguire et Sosa aurait donné vie au baseball? T'sais, on peut répondre à la question absolument. Puis si Barry Bonds n'avait pas été aussi arrogant dans son attitude, parce que c'est un sacré bon joueur de balle, même si en fait, Barry Bonds n'a jamais techniquement eu un test positif pour les stéroïdes dans toute sa vie. On pense qu'on regarde son physique, puis ça a changé. Mais tu sais, regarde Vladimir Guerrero quand il était avec les Expos, puis regarde Vladimir Guerrero à la fin de sa carrière. C'est pas le même homme physiquement, là. Mais Vlad, on n'a jamais pensé qu'il aurait pris des stéroïdes non plus. Fait que, moi, ce que je veux dire par là, c'est où la ligne? Qui en a pris, qui n'en a pas pris? Puis je peux vous dire qu'il y a des gars au temple de la renommée en ce moment qui en ont pris, mais ils ne se sont pas fait prendre. Alors là, tu mets ça où là, tu mets ça où dans l'histoire du baseball? Moi, je pense que le baseball, malheureusement, doit vivre avec son époque de stéroïdes, mais on n'a pas d'affaire à dire qu'un en a pris, l'autre n'en a pas pris, puis lui devrait aller, parce qu'on n'a pas ces preuves-là. Il y en a qui ont testé positif. Mais je trouve ça plate, mais ça fait partie de l'histoire du baseball. Puis à ce moment-là, ben regarde, on va leur donner la place qu'ils méritent. Ouais, parce que moi, je suis un amateur de baseball, mais pas au premier degré. Mais à l'époque de ça, Sosa, Maguire, je suis devenu un partisan du baseball majeur. Ben, écoute, t'es pas le seul. Puis, honnêtement, là, moi, ironiquement, Bud Selig, qui était le commissaire du baseball majeur,
à cette époque-là, ils savaient très bien ce qui se passait, mais ils voyaient évidemment les codes d'écoute, les foules attirées sur la course Maguire-Sosa. Il s'est mis la tête dans ça. Puis, ironiquement, aujourd'hui, Bud Selig est au temple de la renommée du baseball, mais pas Barry Bonds, pas Maguire, puis pas Sammy Sosa. Ouais. Ben, ça va être tout pour moi. Merci, merci beaucoup, Marc. Merci, Steve. Excellente question. On va aller voir mon ami Phil. Phil, as-tu une ou deux questions pour Marc? Oui, Marc, je me demande, qu'est-ce que tu penses de la formation des Blue Jays cette année? Ben, écoute, honnêtement, j'aime beaucoup ce que je vois. L'arrivée de Springer va changer bien des choses. On a vraiment une organisation de premier plan. C'est sûr que le gros point d'interrogation va être au niveau des lanceurs partants. Mais je pense qu'on va marquer assez de points pour qu'on puisse peut-être compenser ce qui se passe au niveau des lanceurs partants. Moi, je suis convaincu qu'ils vont compétitionner avec les Yankees et les Rays dans cette division-là. Il faut faire attention aux Red Sox. Ils ont fait quelques gestes qui vont leur permettre d'être pas pires dans cette division-là. Mais je suis content de voir. Je me demandais où s'en allait cette nouvelle organisation-là. Tu sais, quand Alex Antopoulos est parti, parce que rappelez-vous, 2015-2016, vous n'êtes peut-être pas des grands amateurs de baseball, les gars, mais 2015-2016, ce que les Blue Jays ont fait, ça a redonné vie au baseball partout au Canada. Au Québec, mais partout au Canada. C'était excitant, tout le monde suivait. Les séries de championnat, le match contre les Orioles. Tu sais, il y avait quelque chose. Tout le monde, le baseball était redevenu un peu in, si vous voulez. Puis là, on est en train de revoir ça. Moi, je me demandais où s'en allait cette nouvelle organisation-là. Lorsque justement Encarnacion est parti, Russell Martin, on a laissé aller un peu l'ancienne garde. Mais finalement, avec quelques bons choix au repêchage, quelques bonnes décisions ici et là, j'imagine que Rogers a dit en haut, OK, on ouvre le carnet de chèques puis on va chercher quelques joueurs. Mais tu n'as pas le choix. Si tu joues dans la division S là, de la Ligue américaine, si tu veux suivre, il faut que tu trouves le moyen de le faire. Puis je suis bien, bien content que les Blue Jays soient... Parce qu'il ne faut pas oublier que Toronto, ce n'est pas un petit marché. Là. Et je parle au niveau financier. Tu sais, les gens disent au Canada, mais Toronto, c'est probablement le 6 ou 7e plus gros marché de tout le baseball majeur. Alors, il faut que tu agisses aussi comme une franchise dans un marché important. Ils le font présentement. Puis c'est pas fini parce qu'il y a plein de bons jeunes qui s'en viennent aussi dans l'organisation. Fait qu'on est pas pire pour les prochaines années. On devrait avoir la bonne balle du côté de Toronto. Là. C'est bon. Merci, Phil. On va aller maintenant voir Pierre. Pierre, as-tu une question ou deux pour Marc? Oui, j'en ai une ou deux, on va voir. Salut Marc, et merci d'être avec nous autres après-midi. Plaisir. Ce beau samedi. Moi, je vais revenir, en fait, le dernier match des Expos à Montréal, malgré une défaite de 9-1, il y avait eu quand même 31 395 spectateurs qui s'étaient donné rendez-vous pour ce dernier match. Plein d'émotions, beaucoup de gens qui pleuraient dans les gradins, puis voir Claude Raymond à la fin aussi. C'était vraiment particulier. Nous autres, moi, je l'ai vu via à la télé, mais être sur place, comment c'était? C'était un mélange de frustration, déception, tristesse. Incroyable. Je vous dirais que le pire pour moi a été le dernier match des Expos qui était au Stade Shea, parce que les Expos avaient une série de 3 matchs à aller jouer à New York après ce fameux match-là au Stade olympique. Et je me souviens toujours parce que là, bon, écoute, après une dizaine d'années, tu as une routine. Hein? Tu embarques dans l'autobus, tu en vas au match, tu prépares au match, puis tu jases avec Jacques, puis on jase du match. Et là, dans l'autobus, Jacques Doucet, il me dit, tu sais, Marc, j'ai préparé un texte, un boniment pour me remercier mes auditeurs pendant 33 ans, en fait 36 ans si on inclut ces 3 premières années à la presse, mais 33 ans à la radio. Et il dit, je pense pas que je vais être capable de finir le reportage. Fait qu'il dit, il va falloir que tu finisses le show. Bon, fait qu'on est parti comme ça. J'anticipais ce moment-là. Et lorsqu'il y a eu le dernier retrait, là, j'ai Jacques Doucet qui est à côté de moi, qui a consacré sa vie pour populariser le baseball et populariser les expos. Là, il se met à lire.
Alors, mesdames, puis là, écoute, il se met à pleurer. Fait que tu comprends que tout le monde dans le studio, les émotions sont vraiment dans le tapis. Et là, il finit son texte, puis il prend ses écouteurs, puis il les lance pas, mais disons qu'il les dépose pas délicatement, là, tu sais. Et là, c'est du sanglot. Il est parti, là. Puis là, moi, je suis à côté, puis il faut que je prenne ça, puis que je termine l'émission. Puis, tu sais, je veux dire, c'est toujours Jacques qui terminait les émissions. Puis Jacques, même s'il l'a fait pendant, écoutez, là, 162 matchs fois 33 ans, là, ça vous donne une idée combien de fois il l'a fait. Il y avait toujours ces petits cartons, des petits cartons qui l'aidaient à se retrouver pour que ses phrases à la fin du match soient toujours cohérentes. Alors, je prends son petit carton, puis Jacques finissait toujours les matchs en disant « Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour l'instant, ici, au nom de Mark Griffin, de Brian Burgess, réalisation, et encore une fois, la marque finale, les Expos X, puis les Mats Y. » Tu sais. Alors, moi, je prends le carton parce que là, premièrement, j'ai pas ma tête. J'ai Jacques Doucet qui pleure, j'ai Brian Burgess, tu sais, je sais que les auditeurs, les téléspectateurs, tout le monde est en. C'est le dernier, là, c'est fini. Là, c'est vraiment, on ferme la porte des expos. Fait que là, j'ai le carton, fait que je commence à lire. Tu sais. Alors, ici, Mark Griffin, au nom de Jacques Doucet et de Brian Burgess, merci d'avoir été des nôtres. Puis là, souvent, ça disait « Et on vous donne rendez-vous. Mais là, je ne peux pas donner rendez-vous. Il n'y en a plus de rendez-vous, tu sais. Fait que là, je finis ma phrase, puis je dis « Et pour une dernière fois », puis là, normalement, on dit le pointage. Fait que j'ai pour une dernière fois, 1969-2004. On a fermé les livres comme ça. Ça a été les dernières paroles de l'histoire des expos. Puis là, Jacques a repris ses émotions peut-être après, a repris ses esprits, devrais-je dire, après 5-6 minutes. Ça, pour moi, ça a été un des moments les plus forts et difficiles à vivre de toute ma carrière de commentateur. J'aurais peut-être une deuxième petite question. Admettons que les expos ne reviennent pas à Montréal, on passe à autre chose. La Ligue Can-Am, y aurait-il une possibilité, peut-être? Moi là, que les expos reviennent ou ne reviennent pas, moi, je pense que la Ligue Can-Am a sa place. En fait, c'est la Ligue Frontier maintenant, aurait sa place dans la grande région de Montréal. Je ne dis pas d'avoir un stade au centre-ville. Moi, je pense que Montréal et ses environs, que ce soit la rive sud ou la rive nord, un petit stade de 3000, 3500, c'est vraiment du très, très bon baseball. Puis ce qui est le fun avec du baseball comme ça, c'est que tu peux mettre de l'animation entre les manches, tu peux faire... Puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir des matchs soit à Trois-Rivières ou à Québec, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Et moi, j'y crois. Ça fait longtemps que j'y crois. J'espère que ça va arriver. Vous savez que la Montérégie, c'est la région la plus populeuse de tout en termes d'inscription baseball avec la région de Québec. Fait que, je verrais quelque chose là qui fait en sorte que ça... Moi, je suis convaincu que ça pourrait fonctionner. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui peut nous aider à financer un stade de 3-4 000. On parle probablement de 20, 25, 30 millions, mais en tout cas, toujours est-il que moi, j'y crois. Je suis convaincu que ça fonctionnerait. Nonobstant le retour des expos ou non, je suis convaincu. C'est pas du tout la même chose. Le prix des billets est différent. On est ailleurs complètement. Mais j'aimerais ça que ça fonctionne. Je pense que la Ligue Frontier, s'il y avait une équipe à Montréal, imaginez Ottawa, Montréal, Trois-Rivières, Québec, on a quelques nouvelles franchises dans le nord des États-Unis. Ça serait vraiment le fun. Ça serait génial. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Merci, Pierre, pour tes questions. Ça serait bon. Marc, je vais prendre 2 petites minutes. Lorsque tu as raconté le dernier match et l'émotion de M. Doucet, écoute, c'est venu me chercher. Je suis venu qu'un gros. Imagine-toi à ta place, juste à côté. Ah non, c'est vraiment... c'est drôle parce qu'ils ont fait rejouer ça à un moment donné. Là, quelqu'un qui a retracé cet enregistrement-là. Puis c'est venu me chercher autant à l'époque. Puis tu sais, ça fait... On parle de 2004, là, ça fait quand même un petit bout de temps, là, mais c'est un moment fort, ça. J'en doute pas. Il reste Éric. Éric, une question ou deux pour Marc? Moi, j'aurais 2 questions pour Marc. Premièrement, merci d'être parmi nous. Si je te donne le choix, OK, tu es gérant du baseball majeur, puis nonobstant les époques ou l'équipe, si je te donne le choix de coacher une équipe ou une époque, laquelle que tu fais? Oh boy! Ben écoute,
Bonne question. Écoute, là, il y en a beaucoup. Hein. Quelle époque? C'est sûr que moi, j'étais un joueur, j'étais un voleur de but. Comme moi, les vols de but, j'aime ça. J'aime ça des joueurs qui sont intenses. Fait que c'est sûr que ça serait probablement plus à l'époque, peut-être moins le baseball d'aujourd'hui. Pas que j'aime pas le baseball d'aujourd'hui, là, mais c'était moins mon style. Alors, je reculerais un petit peu où justement le vol de but faisait partie intégrante du sport, ou le tir commandé à l'extérieur faisait aussi partie. On voit plus ça aujourd'hui, des gérants commander des tirs à l'extérieur, parce qu'il y a moins de vol de but. Fait que ça serait probablement à l'époque, justement, des années 80, probablement jusqu'à le début des années 90. Ça, c'était une belle époque, selon moi, de baseball. Maintenant, quelle équipe? On a suivi les expos. C'était une équipe de plus petit marché. Fait que, je serais plus tendance. Moi, j'étais plus petit marché, Ligue nationale, époque de vol de but. Si j'avais à faire un petit portrait là, du baseball que j'aimais beaucoup, là, parce que la Ligue nationale, j'ai été longtemps contre le frappeur de choix parce que j'aimais ce que ça apportait comme stratégie ou comme manière de faire. Fait que je dirais le baseball des années 80, fait qu'il y a probablement une époque, probablement l'édition 80. Écoute, c'est sûr que l'édition 81, 82 des expos, c'était pas mal le fun de gérer ça. Ah, c'est bon. Ma deuxième question, moi, depuis des années, j'ai toujours suivi les expos aussi, mais avec les années, je me suis développé une affinité avec les Red Sox. On parle, mettons, pour 2 séries mondiales. On parle des Red Sox de 2004 puis de 2007. De 2004, on parle de la curse qui finit, puis le gros hype qui est alentour de ça. Puis, on parle de 2007 avec Manny, Pappy, J.D. Drew, Varitek, l'année recrue de Ellsbury, Pedroia. As-tu une préférence entre les deux ou dans ton idée, pour toi, c'est deux choses complètement différentes? Puis tu ne veux pas parler des 2 autres séries mondiales après ça? Parce qu'il y en a eu d'autres après ça. Là. Il y en a 2, 2010 et 2018. Non, pas 2010. C'est pas. Voilà. Ça va être 2013. C'est pas 2013? 2013, oui, je m'excuse. En tout cas, écoute, écoute, moi, ce que j'aime avec les Red Sox, c'est lorsqu'ils sont bons, ils sont vraiment bons. Puis ils ont vraiment. Moi, Pedroia, tu as parlé de Pedroia tantôt, j'étais un grand fan. Tu parles d'un gars qui n'a pas le talent d'un Fernando Tatis Jr., mais qui a un cœur, puis une énergie, puis un leadership comme pas un. Fait que ça, c'est le genre de gars que tu vas tout donner avec un coéquipier de même. Puis j'ai joué avec Manny Ramirez. J'ai eu l'immense privilège de jouer contre Manny, pas avec. C'est tout un joueur de balle, un gars que. Tu as des genres de gars là, qui se présentent au bâton, puis tu n'as pas le choix de manquer sa présence. Tu sais qu'il va se passer quelque chose de spécial. T'sais. Mais c'est sûr que la première série mondiale que tu as nommée, parce que ça faisait tant d'années, elle a fait du bien. Elle a fait du bien à l'organisation, puis ça a comme propulsé l'organisation justement jusqu'à l'année passée, en fait, jusqu'à 2018, où ça a vraiment donné vie à la franchise. Puis là, les Red Sox se sont positionnés comme parmi les meilleures franchises du baseball. Puis, tantôt, je disais, la division S cette année, là, j'haïs pas ce qu'ils sont en train de faire, les Red Sox. C'est sûr que c'est pas Betts, c'est pas Benintendi, puis Bradley dans le champ, mais ils n'ont pas un mauvais club. Puis moi, même si Alex Cora s'est fait pogner dans le scandale et la chose, moi, c'est un gars de balle. C'est un gars qui a toute une tête de baseball, Alex Cora. Puis je ne serais pas surpris de voir les Red Sox cette année causer des petits troubles à fête aux Yankees, entre autres, et aux Blue Jays. Bon, super. C'est ce que je voulais savoir pour moi. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Merci, Éric. Tes questions étaient très bonnes. Ça fait drôle qu'Éric termine presque l'entrevue en parlant des Red Sox. Les Red Sox, c'est mon équipe, bien sûr. Et j'ai juste une petite question vite faite. C'est quoi aller commenter un match au Fenway? En série mondiale, en plus? Oui. Il fait fret. Mais non, écoute, tu sais, regarde, pour moi, tu as le nouveau Yankee Stadium. Fait que, non. Mais le Wrigley puis le Fenway, il y a quelque chose. T'sais, on a beau avoir le Dodger Stadium est extraordinaire aussi. Là. Puis tu as beau avoir les stades à Baltimore, Pittsburgh, qui sont magnifiques en passant. Là.
Mais il y a quelque chose quand tu vas à Boston, il y a quelque chose quand tu vas à Chicago. Honnêtement, j'ai eu l'immensité, ça fait quand même, bon, pas en 2020 en raison de la pandémie, là, mais les 8 dernières séries mondiales, j'étais sur place. Fait que j'ai vu une série mondiale à Boston, en fait, je n'ai vu 2, et une à Chicago, au Wrigley Field. Alors, comme fan de baseball, j'étais extrêmement choyé. Écoute, on est dans les gradins pratiquement parce que les galeries de presse sont toutes petites, fait qu'ils nous shippent dans les gradins pratiquement. Fait que je suis dans la foule avec les fans. Puis quand il y avait un point des Red Sox, là, ben, les partisans se levaient, donnaient des high-fives pendant qu'on décrivait la game. Fait que c'était extraordinaire comme expérience. Puis j'espère le revivre encore là, au cours des prochaines années. C'est trop le fun. J'en doute pas. Puis juste une petite anecdote avant de terminer. Quand les Red Sox ont gagné la Série mondiale en 2004, j'ai appelé un de mes enfants Damon en l'honneur de Johnny Damon. Puis en 2007, lorsqu'on a encore gagné la Série mondiale, j'ai appelé mon plus jeune David en l'honneur de David Ortiz. Puis ça, attends, juste avant, ça, c'était mes 2 derniers, les Red Sox avaient gagné la Série mondiale. Là, c'était que tous mes amis alentour de moi voulaient que je fasse des bébés à tous les ans. Là. Mais... j'ai arrêté ça. Avant de terminer l'entrevue, Marc, un matin, je me suis fait un devoir d'aller acheter ce livre. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Écoute, ça, c'est une affaire. Bon, ma conjointe, c'est une enseignante qui écrit aussi des livres. Et elle me disait souvent, elle dit, tu sais, les jeunes garçons, là, les garçons là, de première lecture à secondaire, là, elle dit, il faut les motiver pour qu'ils puissent lire davantage. Mais que lire des histoires qu'ils vont aimer, lire des choses. Fait que ça a comme mijoté dans ma tête à un moment donné parce que, tu sais, souvent, regarde, on se parle aujourd'hui, je raconte mes histoires un peu avec la Sorda, les Dodgers. Tout le monde me disait, tu sais, Marc, faut que tu mettes ça sur papier à un moment donné. Puis, fait que je me suis décidé à un moment donné d'écrire, tout simplement, sans savoir que j'allais écrire un livre. J'ai commencé à écrire un peu mes histoires. Fait qu'à un moment donné, quand j'étais rendu assez loin, j'ai fait lire ça à quelques personnes. Puis là, ben, leur réaction a fait que, bon, OK, je vais publier, je vais essayer de publier ça. Mais l'objectif principal, là, c'était de faire rêver les jeunes. Tu sais, moi, là, j'ai dit tantôt, là, je joue au hockey l'hiver quand j'étais petit, puis au baseball l'été, puis à un moment donné, bon, ça a fait que... Mais comment qu'un petit gars de Québec a pu revêtir l'uniforme quand même des expos au stade olympique, même si ça n'a pas été longtemps, je me suis quand même rendu dans mon rêve de jeunesse, qui était un rêve un peu fou, là, parce que qui allait jouer pour les Expos de Montréal? Ben, tout le monde y rêvait, mais très peu pouvaient l'atteindre. Fait qu'en atteignant ça, ben, je me dis, il y a un beau message même les rêves les plus fous, ben, allez-y. Parce que moi, quand j'ai dit je vais jouer au baseball, il n'y a personne qui m'a arrêté et me disait, oh, Marc, baseball, le dernier était Claude Raymond, ça fait 20-25 ans. Il n'y en a pas. Le baseball, ça ne marche pas, là, tu sais. Non, on m'a tout le temps encouragé. Mes parents m'ont encouragé, mes frères m'ont encouragé, mes amis m'ont encouragé. Vas-y, fonce. Fait que, tu sais, ça s'est réalisé. Fait que ce que je veux dire, c'est que je voulais que le livre ait un message, pas juste une autobiographie de parler de toi. Là. Tu sais, je ne suis pas une personne qui aime nécessairement parler de moi personnellement, là, de ma vie personnelle, ce que je veux dire. Mais mon histoire de baseball, ça, je suis prêt à la raconter. Alors, c'est pour ça que j'ai pondu le livre avec, évidemment, Jacques Doucet qui écrit la préface. Et c'est un livre bon, qui revient aux fameuses années 80 parce que c'était les idoles. Mes idoles étaient Carter, Raines, Dawson. Puis je me rends jusqu'à temps, évidemment, que je puisse atteindre ce niveau-là. Fait qu'on parle un peu de la belle époque des expos, mais aussi de la vie d'un Québécois qui a grandi au Québec puis qui a atteint un niveau de baseball qu'à l'époque, très peu avaient atteint. Je trouvais que ça se racontait bien, puis je suis très, très fier du résultat. Écoute, comme je te dis, je l'ai acheté un matin. Je vais me faire un devoir de le lire et puis même d'en parler régulièrement à mes émissions. Parlant d'émissions, malheureusement, ça tire bientôt à sa fin. Je vais en profiter pour remercier mes commanditaires. Voyage sportif MB de Martin Beauregard. Martin qui espère au plus vite que la pandémie se termine. Oui. Radio Rétro Souvenir.
Mon ami Éric B. n'est pas présent aujourd'hui. Radio Brome-Missisquoi, Steve, qui est le fondateur. Création, Pierre Primo, artisan, Pierre qui est avec nous aujourd'hui aussi. Et puis, Multisport, Marc-Éric Sirois à Valleyfield. Écoute, Marc, quand j'ai créé les gérants d'estrade, c'était pour aller connaître la vie des gens et d'inviter des gens avec moi aussi à partager des moments bien spéciaux parce que je n'aurais jamais pensé que les gérants d'estrade arrêtaient aussi vite. Puis tantôt, tu as dit de ne pas avoir peur de foncer et de réaliser ses rêves. Moi, je suis en plein dedans. Regarde, c'est beau. Tu me racontes ça au début de l'entrevue, puis je trouve ça magnifique. Puis il n'y a pas d'âge pour rêver, il n'y a pas d'âge pour réaliser ce qu'on veut faire. Fait que c'est pour ça que ce sont des beaux messages. Puis cette carrière-là que j'ai eue avec les années, j'ai retenu tellement justement de messages. Fait que, ils sont dans le livre, j'en passe quelques-uns, puis ça peut aider une personne à se motiver pour foncer. Ben écoute, mission accomplie. Là. Oui, exactement, mission accomplie. Je vais faire un petit tour avec mes amis en haut pour leur dire un bon salut, une bonne restante de fin de semaine. Éric, t'as aimé ton expérience? Bien sûr, c'était extraordinaire, j'ai bien aimé ça. Super, je vais te réinviter, c'est sûr. Pierre, ça a bien été, t'as aimé l'entrevue? Oui, merci beaucoup, Pierre. Merci, Marc. Un plaisir. Phil, je te souhaite une bonne fin de semaine. Phil, ça va? Oui, ça va super bien. Parfait. Puis en terminant, Gordy, je te souhaite une bonne fin de journée. Et toi aussi, puis merci à Marc d'avoir venu à ton entrevue. Et puis, Marc, là-dessus, comme je t'ai dit avant l'enregistrement, je te remercie mille et une fois. Et on espère que le baseball va être en santé en 2021. Merci, mais c'était bien plaisant, les gars. Puis, meilleure des chances à toi, Pierre. Lâche pas. C'est vraiment le fun. Ouais, super. Salut la gang. Puis là-dessus, les gérants d'estrade vous disent à la prochaine.